Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Aujourd'hui, je vais vous parler des impacts du verdissement de la commande publique en matière de passation et d'exécution des contrats publics. Alors, en France, l'idée émerge d'utiliser la commande publique comme levier de développement durable dès les premiers Grenelles de l'environnement et l'adoption de la loi qui s'en est suivie. Depuis les années 2020, on a une succession de textes, de lois qui concernent ce verdissement et qui accélèrent en fait ce verdissement. La loi sur l'économie circulaire, la loi climat et maintenant la loi industrie verte. Les enjeux sont très importants. La commande publique représente environ 10% du PIB français et 14% du PIB européen. Et moins de 15% des marchés publics contiennent aujourd'hui une clause environnementale, quand le plan d'action pour les achats publics durables fixait un objectif déjà de 30% à horizon 2020. Encore moins de 20% des 160 collectivités soumises à l'obligation de publier un SPASER ont rempli leur devoir. Un des objectifs du nouveau PNAD, d'ici 2025, c'est que 100% de contrats de la commande publique notifiés au cours de l'année comprennent au moins une considération environnementale. On va voir donc différents aspects de la commande publique et comment les lois, toutes ces lois et surtout la loi industrie verte, a influencé ces stades de passation et de définition du besoin lorsqu'on parle de la commande publique. Et d'abord, les SPASER. Les SPASER, vous le connaissez tous peut-être maintenant quand même, ce sont les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. C'est l'article L2111-3 qui impose l'adoption par les collectivités publiques et les acheteurs publics d'un SPASER. Pour quelle collectivité? La loi climat et résilience a abaissé, à compter du 1er janvier 2023, on en avait parlé sur ce blog, de 100 millions à 50 millions le montant annuel des achats à partir duquel les acheteurs soumis au code adoptent un SPASER et à modifier un petit peu quand même leur contenu. Les acheteurs soumis, ce sont les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au code de la commande publique dotés d'un statut législatif selon ces textes. Mais quels sont les apports de la loi industrie verte? Les SPASER concernent désormais tous les acheteurs dont l'État et ses établissements publics dès lors qu'ils dépassent un seuil fixé par un décret. Les nouveaux textes précisent également que ces objectifs concernent des achats de biens et de services, ce qui exclut donc les travaux, ce qui peut être très étonnant et on aimerait bien comprendre pourquoi. Depuis la loi industrie verte d'octobre 2023, les acheteurs publics peuvent se regrouper pour élaborer un SPASER. Donc la loi prévoit la mutualisation du SPASER, la mutualisation de l'élaboration d'un SPASER, possibilité de le faire aussi même lorsque l'acheteur ne dépasse pas les seuils d'achat, c'est-à-dire qu'on peut se soumettre volontairement à cette élaboration de notre SPASER. Dans ces cas, quand on mutualise l'élaboration du SPASER, les objectifs généraux de politique d'achat et les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs peuvent être mis en commun, mais les objectifs des taux et les taux réels d'achat public relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés sont établis pour chaque acheteur public de manière individuelle. On va voir maintenant comment elle est prise en compte dans la définition du besoin, cette volonté de faire des achats durables. Alors, l'article L2111-1 du Code de la commande publique nous dit que la nature et l'étendue de besoins à satisfaire sont déterminés en prenant en compte les objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. La rédaction de cet article reste ainsi inchangée depuis l'adoption du Code. Mais à l'avenir, au plus tard à compter du 22 août 2026, ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, c'est-à-dire que les objectifs de développement durable doivent être précisés maintenant par rapport à des spécifications techniques. Et c'est le changement.
Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution de prestations qui doivent être liées à son objet, nous dit l'article L2112-2 du Code de la commande publique. À l'avenir, donc du coup, au plus tard à compter du 22 août 2026, les conditions d'exécution prennent en compte des considérations liées à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte d'autres considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi, etc. Donc les considérations environnementales priment véritablement sur les autres. Donc on prend en compte les considérations environnementales et puis on peut prendre en compte d'autres considérations bien sûr. En pratique donc, pour les conditions d'exécution, les nouveaux CCAG contiennent tous une clause environnementale générale. Toutefois, faisons bien attention puisque cette clause doit être précisée. Elle n'est absolument pas autosuffisante, elle doit être précisée dans le DCE, donc dans les CCAP ou dans les CCTP du marché en particulier que vous allez rédiger. Attention, la limite systématique dans la conception du marché sera de ne pas contraindre artificiellement, bien sûr, la concurrence. Il faut donc veiller à pouvoir justifier les bien fondés, la légitimité et les exigences particulières de chaque acheteur quand vous rédigez votre marché. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau des candidatures. On a la loi Industrie verte qui nous a imposé deux nouveaux motifs d'exclusion. D'abord, pour les entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un bilan de leur émission de gaz à effet de serre. Et puis, pour celles qui ne respectent pas leurs engagements de publication d'informations en matière de durabilité avec une ordonnance à venir. Les collectivités locales pourront choisir ou non d'appliquer ces deux motifs d'exclusion. Quelles sont les entreprises concernées? D'abord, par l'obligation d'établir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les personnes morales de droit privé qui emploient plus de 500 salariés. Mais dans les régions et départements d'outre-mer, ce sont les entreprises qui emploient plus de 250 salariés. Pour celles ne respectant pas leurs engagements de publication d'informations en matière de durabilité qui leur incombent après la transposition de la directive du 14 décembre 2022, qui est concernée par cette obligation? D'abord, les grandes entreprises, plus de 500 salariés, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou plus de 20 millions d'euros de total de bilan. C'est ces entreprises-là qui auront l'obligation de publier chaque année les fameux reporting concernant donc les risques, opportunités et impacts matériels en lien avec les questions sociales, environnementales et de gouvernance. Cette obligation sera ensuite progressivement étendue à la plupart des entreprises évoluant sur le marché européen. Maintenant, en ce qui concerne les critères de sélection des offres. Étape très importante dans la passation de chaque marché public. Les marchés publics devront prendre en compte des critères environnementaux dès juillet 2024 au lieu de août 2026 pour des produits clés de la décarbonation, voitures électriques, pompes à chaleur, etc. Mais attention, il y aura un décret à venir sur ce sujet. Pour le moment, cette information est issue d'un communiqué de presse à la suite de la présentation de la loi lors du Conseil des ministres du 16 mai 2023. Donc, on attend le décret sur ce point. Entre maintenant et le 22 août 2026, la loi insère une disposition qui disparaîtra à cette date et qui indique donc du coup que le marché est attribué au soumissionnaire qui a présenté évidemment l'offre économiquement la plus avantageuse, ça c'est rien de nouveau, sur la base du critère du prix ou du coût. Mais à partir du 22 août 2026, au moins un des critères devra être un critère environnemental. Donc, si on veut récapituler. Aujourd'hui, quand on a un critère unique, on a le prix ou le coût. Ou alors, on a une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. En cas de recours à un critère unique, comme je vous disais, on a les prix ou le coût. À l'avenir, au plus tard à compter du 22 août 2026, on a la disparition du critère unique du prix et son remplacement par les critères du coût avec insertion obligatoire des considérations environnementales et utilisation possible de la notion du cycle de vie. En cas de recours à une pluralité de critères, quand on a un marché public, et c'est souvent, c'est la plupart des fois le cas, on a plusieurs critères de sélection des offres, donc on a le prix ou le coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. À l'avenir,
à l'avenir, qu'est-ce qu'on aura? On aura obligatoirement le prix ou le coût et obligatoirement un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'œuvre, plus un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs ou sociaux. L'approche par coût existe depuis la directive de 2014, mais les acheteurs, je remarque en tout cas, que n'ont pas encore l'habitude d'y recourir. Certains oui, mais la plupart non. Le coût du cycle de vie peut être utilisé pour fonder une approche en termes de coût dans les critères d'attribution. Il est défini à l'article R21 52-9 du Code de la commande publique. Je vous le laisse sur l'écran. Les gouvernements doivent aussi, d'ici le 1er janvier 2025, mettre à disposition des pouvoirs adjudicataires des outils opérationnels. Et je peux vous dire que les collectivités locales et les autres personnes publiques sont très en demande de ces outils opérationnels afin de comprendre comment on définit et comment on analyse le coût du cycle de vie des biens, en tout cas pour les principaux segments d'achat dans un premier temps et puis après pour la suite. Ça, c'était déjà une obligation dans l'article 35 de la loi Climat et Résilience. Et on va finir donc cette présentation, qui est un peu longue, sur les dispositions qui changent sur les entités adjudicatrices. Donc si vous êtes une entité adjudicatrice, la loi Industrie verte vous donne la possibilité de conclure un accord cadre de plus de 8 ans. Aujourd'hui, c'est la limite, c'est 8 ans, mais là, vous avez la possibilité de le faire pour plus longtemps en cas des risques importants, des restrictions de concurrence ou de procédures infructueuses. Deuxième possibilité, sur l'allotissement. Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Faites attention à bien justifier, en fait, effectivement, ce cas-là. On a aussi des plus grandes souplesses sur les offres variables. Cette disposition existait auparavant et maintenant elle est réintroduite pour les entités adjudicatrices. On peut donc présenter autant que candidat d'offres variables selon le nombre de lots qui sont susceptibles d'être obtenus pour le marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil qui sera défini par voie réglementaire. Et enfin, on a une possibilité pour les entités adjudicatrices de rejeter les offres présentées dans le cadre d'un marché de travaux ou de fournitures au sein desquels les produits originaires d'un pays tiers à l'Union européenne avec lesquels aucun accord de réciprocité n'a été conclu représentent une part majoritaire de la valeur totale de ces produits. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés.